Bienvenue tout le monde pour ce nouveau brunch radical. Moi, je m'appelle Charlotte Mainviel. Je suis co-secrétaire des écologistes au Royaume-Uni et je suis aussi membre du Conseil fédéral des écologistes et je fais partie de ce collectif Radicalement Vôtre. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Sarah Durieux, qui est militante féministe et aussi autrice de plusieurs livres, mais notamment de son tout dernier livre qui s'appelle Militer à tout prix, pourquoi nos collectifs nous font mal et comment les soigner. On est ravis de t'avoir, Sarah. Et aussi Christelle Ngoyo, qui est co-responsable de la commission féministe des écologistes, féminisme des écologistes, et qui est aussi qui va être membre du Conseil fédéral dans ce nouveau mandat. On vous accueille aujourd'hui pour ce brunch radical sur comment prendre soin de nos espaces militants. Et juste peut-être pour vous dire, ce concept des brunchs radicaux qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on a lancé avec le collectif Radicalement Vôtre, qui est un collectif au sein du parti Les Écologistes, qui porte une ligne donc radicale, écoféministe, antiraciste, décoloniale, accroissante, antivalidiste, antispéciste. On affirme vraiment nos valeurs à ce niveau-là. Et donc, on a organisé ces brunchs radicaux pour se former, pour apprendre, pour discuter, débattre et échanger ensemble sur le fond, sur des sujets et des thèmes qui nous tiennent à cœur. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de ce sujet vraiment important parce que le fait de prendre soin de nos espaces militants, c'est vraiment pas accessoire, c'est indispensable pour notre bien-être à tous et toutes. Et les luttes qu'on mène, elles demandent souvent du courage, de l'endurance et de l'imagination collective. Et tout ça, ça peut pas se faire dans des espaces où les gens se sentent pas en sécurité et où ils se sentent épuisés ou invisibilisés. Et donc, on sait qu'il y a des oppressions systémiques qu'on combat, donc le sexisme, le validisme, le racisme, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, c'est toutes ces oppressions-là et toute cette violence qu'il y a dans la société, elle ne s'arrête pas malheureusement aux portes de nos espaces militants. Et si on les reproduit à l'intérieur, en fait, ça mine aussi notre projet politique. Donc, s'engager, ça demande, voilà, ça demande de l'énergie, du temps, de l'émotion, mais trop souvent, nos espaces militants deviennent des lieux d'épuisement et de tension, avec des burn-out militants, des personnes qui partent, et voilà, des talents qu'on perd. Et donc, dans un monde, voilà, qui est déjà violent, il faut que nos espaces puissent être des lieux respectueux, mais c'est aussi vraiment important parce que c'est aussi ce qui nous sert politiquement pour essayer de mener nos combats. Voilà, c'est aussi une question de cohérence avec nos valeurs, ce qu'on porte à l'intérieur pour la société, enfin à l'extérieur pour la société, justement, tout ce qu'on porte sur le care, une société plus juste. Il faut aussi que ce soit en adéquation avec ce qu'on porte en interne. Et enfin, il y a aussi une urgence à ce que nos groupes militants, et bon, en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler aussi des partis politiques et de notre parti politique. Il y a une urgence à ce que on puisse mobiliser plus largement, qu'on puisse avoir des nouveaux adhérents, qu'on puisse avoir des nouveaux membres, qu'on puisse mener des batailles communes, parce qu'en fait, on a la droite et l'extrême, la droite au pouvoir et l'extrême droite aux portes du pouvoir. Et en fait, si les partis politiques sont pas des lieux où on a envie de venir militer, eh ben voilà, on va moins gagner des élections et pouvoir être au pouvoir pour changer la vie des gens. Donc voilà, je voulais introduire un petit peu le contexte de pourquoi ce sujet-là, finalement, c'est pas juste accessoire, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour être non seulement aligné avec nos valeurs et aussi pour gagner des victoires politiques. Donc je vais commencer avec Sarah. Et encore une fois, on est trop contente avec Christelle que t'aies accepté de venir nous parler aujourd'hui. Donc, dans ton livre Militer à tout prix, tu décris comment certains espaces militants peuvent devenir des lieux de souffrance, voire de violence, alors que même souvent ils sont là pour porter des idéaux de justice et d'émancipation. Et donc, avant de rentrer dans les solutions, vous rester avec nous, on va parler d'optimisme un peu après, mais est-ce que tu peux d'abord nous dire quels sont, enfin, les constats les plus frappants que tu fais sur cette contradiction et qu'est-ce qui fait que ces espaces censés nous élever peuvent parfois nous broyer? Merci Charlotte et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et je suis assez impressionnée de votre engagement à 10h30 un samedi matin après un hiver aussi rude et un contexte politique chargé, de vous voir aussi motivé. Donc ça, c'est déjà un premier signe que
vous y trouvez aussi quelque chose qui vous apporte, donc pour commencer par la touche positive. Donc, du coup, je pense que j'ai écrit ce livre parce que j'ai été moi-même touchée par ce phénomène, c'est-à-dire que j'ai retrouvé dans des espaces militants un peu de la violence que j'essayais de combattre dans mon militantisme. Et donc, je me suis vraiment posé la question de, bah, en fait, qu'est-ce qui fait que ça se passe? Parce que je pense que ça a été aussi toujours ma posture d'être vraiment dans une approche d'essayer de comprendre pourquoi les choses arrivent et d'essayer d'être dans une forme de curiosité. Et donc, même si j'ai souffert de certains comportements, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de capter à la fois en tant que système, mais aussi en tant qu'individu, comment est-ce qu'on reproduit en fait cette violence. Et je pense qu'on la reproduit pour plusieurs raisons. Que je détaille dans le livre, donc là je vais faire un petit résumé, mais je pense il y a deux aspects. D'abord, il y a le fait que euh, pour moi, ce sont des mécanismes de domination, en fait, qu'on reproduit quand on exerce une forme de violence les uns envers les autres dans ces collectifs. Et en fait, cette domination, elle s'exerce partout, tout le temps autour de nous, dans nos espaces de vie, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, que ce soit même dans nos familles. Et donc, en fait, cette culture de domination, moi, j'aime bien dire qu'elle est comme l'air qu'on respire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en détacher en fonction des espaces où on va, à moins d'avoir une action déterminée. Et donc, je pense que ce qui s'est passé beaucoup dans le militantisme depuis toujours, et puis ce qui continue à se passer aujourd'hui, c'est que finalement, on a considéré que comme on était engagé sur ces sujets de lutte contre les dominations, euh, la manière dont on militait était moins importante que ce pourquoi on militait. Et que donc, on a reproduit de manière plus ou moins consciente ce qu'on voit autour de nous parce on n'a pas eu assez une action déterminée pour lutter contre cette culture-là. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais c'est l'aspect système, entre guillemets. Il y a aussi ce qui se passe en dehors de nous, c'est-à-dire qu'on est quand même face à une situation politique qui est quand même difficile, une raréfaction des ressources, qu'elles soient financières pour les gens, mais aussi moi, ce que je parle, c'est une raréfaction aussi du sentiment de reconnaissance, de la dignité, etc. Donc tout ça joue sur nous. Et donc, à la fois ce qui se passe pour nous en interne, mais aussi ce qui se passe en externe dans la société a un impact sur nous individuellement. Et c'est vraiment ça que je voulais traiter dans ce livre aussi. C'est qu'on dit toujours, oui, mais c'est le système, c'est systémique, etc. Mais le système est fait aussi d'individus. Et donc, j'ai voulu aussi traiter la question de l'individu dans le groupe comme à la fois une raison de ces violences, mais aussi potentiellement une solution. De la même manière que je dis en rigolant, on ne va pas régler la crise climatique en supprimant les pièces jointes de nos emails. Je sais bien qu'on est bien dans une approche systémique et en même temps, je pense qu'on a une possibilité individuellement, dans nos actions de groupe, de changer ces choses-là. Et donc, sur la partie individu, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je pense que beaucoup des personnes qui militent sont des personnes qui arrivent au militantisme de par leurs expériences violentes ou de domination, mais aussi par des expériences tout simplement traumatisantes, qu'elles soient du traumatisme dit le plus léger au traumatisme dit le plus grave, et qui fait que finalement on s'investit dans le militantisme comme un moyen de réparation aussi. Finalement, militer, c'est réparer quelque chose qui nous a touchés, quelque chose qui nous a blessés. Et donc, on arrive aussi chargé avec ce stress, avec ce traumatisme dans nos groupes. Et donc, on peut reproduire de la violence parfois de manière complètement inconsciente, parfois de manière plus consciente, et ce qui fait qu'on va avoir un impact sur les gens autour de nous. Et j'aime bien dire ça parce que je parlais avec une psychologue qui me disait que finalement, parfois, quand on parle du traumatisme, on dit tout de suite c'est quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement grave. Mais il existe des petits micro-traumatismes qui peuvent avoir autant d'impact sur nous, sur notre psyché, sur notre bien-être, sur notre santé mentale, que des traumatismes plus importants, notamment s'ils sont répétés. Et donc ça, on le voit bien dans le cadre des violences sexistes et sexuelles. On peut avoir des traumatismes très, très graves pas forcément par de la violence physique, mais par la répétition de petites violences, notamment d'humiliation, etc. Et donc, je pense que nous, quand on arrive dans le militantisme, on arrive avec tout ça. On arrive bien naturellement comme des êtres humains dans nos collectifs et on ne prend pas en charge collectivement ces questions-là. Donc, je pense que ce qui m'a le plus marqué, en fait, pour répondre un peu plus à ta question, c'est la manière dont on allait reproduire des schémas de domination individuellement et collectivement et qu'on a du mal à les prendre en charge parce que c'est pour la cause. Et ça peut se traduire par plein de choses. Bien sûr, ce qui nous vient à l'esprit tout de suite, ce sont des violences sexistes, des violences racistes, des violences validistes. On peut en parler, ce sont
on va dire, c'est des expressions directes de ces dominations. Mais il y a aussi des choses que moi, j'ai essayé de traiter dans le livre, parce que je trouve que les autres questions sont très bien traitées par des activistes et des militantes engagées sur ces sujets. C'est un peu la culture qui permet, en fait, l'exercice de ces violences. Et pour moi, la culture, elle se traduit par une culture, par exemple, de l'hégémonie. On va essayer d'être toujours plus gros, plus grand, mieux que les autres. Elle va se traduire aussi par la culture de la qualité, pardon, de la quantité plutôt que de la qualité. C'est-à-dire, on veut essayer d'avoir plus de gens, mais peu importe les liens qui existent entre eux, par exemple. Ça va aussi se traduire par une culture de la transaction, un peu comme dans le capitalisme. On va chercher à obtenir des choses des gens plutôt que de se dire, on va leur demander quand ils arrivent et militent, bah, fais ci, fais ça, sois productif, plutôt que qu'est-ce que toi tu peux trouver dans le militantisme, comment ça peut t'aider à développer ton pouvoir d'agir, ta compréhension politique, etc. Donc je donne juste quelques exemples et je pense que pour terminer, peut-être un exemple qui m'a beaucoup marqué et qui me marque beaucoup en ce moment, c'est une forme de binarité. C'est-à-dire, tu es avec ou tu es contre moi. C'est cette manière, pas une autre. Il n'y a pas de place du tout pour l'apprentissage, pour l'erreur, voire parfois pour la nuance. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de faire, en particulier, comme tu l'as dit, Charlotte, quand on essaie de ramener des gens à nous, parce que bien sûr, si on essaie d'être militant, pour moi, c'est de convaincre au-delà de nos cercles convaincus. Et donc, on a besoin de trouver cette capacité à accueillir, à former. Et voilà, donc je ferme ici, mais je pense que c'était important pour moi d'expliquer que la violence militante, c'est pas uniquement la reproduction, par exemple, de stéréotypes sexistes ou de stéréotypes racistes ou de violences sexistes ou de violences racistes, mais c'est aussi une culture, une manière de s'organiser qui exclut et qui met les gens en difficulté, qui met les gens en danger, qui met les gens en burn-out. Merci, merci Sarah. Et c'est vrai que non, ça résonne vraiment beaucoup ce que tu dis. Et je pense à une petite chose sur quand tu dis qu'est-ce que le collectif peut t'apporter aussi, pas que qu'est-ce que toi que tu peux, enfin ce côté transactionnel. Et c'est vrai qu'avec mon groupe local à Londres, on essaye de, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui nous rejoint, de se répartir et de passer un petit coup de téléphone de bienvenue et de voir ce qui intéresse la personne pour nous rejoindre, qu'est-ce qu'elle a envie de faire au sein de notre groupe local. Je vois qu'il y a Rémi qui est dans le webinaire aussi, on essaye de faire ça. Et ça renforce en fait. Parfois on le fait pas, parfois on oublie. Et en fait, l'importance de ces choses-là aussi, que les personnes qui nous rejoignent se sentent aussi valorisées pour ce qu'elles peuvent apporter, mais ce qu'on peut nous aussi leur apporter. Alors, je vais passer la main à Christelle. Donc, je te mets en grand. Est-ce que Christelle, tu peux nous dire, toi, au travers de ton rôle au sein de la commission féminisme, qu'est-ce que tu observes dans ces espaces internes militants et si tu devais aussi poser un diagnostic sur ce qui se passe au sein de notre parti plus largement, quels sont les constats que tu observes par rapport au rapport de pouvoir et au type de violences qui peuvent s'exprimer? Donc bonjour tout le monde, moi c'est Christelle. En plus d'être co-responsable de la commission féminisme, moi je suis adhérente au sein des écologistes depuis 2 ans. J'ai pas grandi avec la culture politique. J'ai toujours eu le sentiment que la politique était éloignée de mon quotidien. Ça m'a toujours intéressée, mais de manière un peu plus théorique. Et donc j'ai vraiment mis du temps à prendre conscience que tout est politique. Et moi, je pense aujourd'hui que si j'ai mis du temps à conscientiser tout ça, c'est en grande partie parce que, selon moi, j'ai très rarement vu des personnes qui me ressemblaient et j'ai l'impression qu'elles s'adressaient à moi et au groupe social auquel j'appartiens. Et donc, voilà, je vais faire un constat avec un œil neuf, on va dire, d'une jeune maman, du coup, en garde partagée, qui travaille à temps plein. Et je vais faire deux types de constats. Un constat sur les représentations et puis un constat sur les dynamiques internes. Donc, au sein du parti, on est sur une répartition, on va dire genrée, de 60 d'hommes et 40 de femmes. Là où, dans la commission féminisme, par exemple, on a la représentation totalement inverse avec à peu près 77 de femmes et 23 d'hommes. En termes de moyenne d'âge, on est sur 55 ans sur tous les adhérents des écologistes, alors qu'en France, la moyenne d'âge, c'est 43 ans. Donc on voit qu'il y a quand même des écarts entre, déjà juste en parlant du genre et de l'âge, entre notre parti et la société. On a une sous-représentation des minorités par rapport à la société, les groupes, enfin, je veux dire, d'un aspect social, d'un aspect ethnique, les personnes handicapées par exemple. Même si j'ai pas de chiffres, mais à force de côtoyer les personnes et les militants,
parti, on a une sous-représentation des parents d'enfants en bas âge. On a encore plus une sous-représentation des mères isolées, enfin des mères qui élèvent leurs enfants seules. Je dis bien mères puisqu'il y a plus de mamans qui élèvent leurs enfants seules que l'inverse. Et j'ai aussi fait le constat qu'on a une sous-représentation des personnes précaires, car s'engager, en fait, ça demande du temps, et le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Et en termes de représentation, il y a quand même des points forts au sein de notre parti. On a quand même une belle représentation des personnes queer. Je pense qu'on est le parti qui fait le plus de place aux personnes queer. Et donc, c'est vraiment génial, mais on a aussi des améliorations à faire, notamment sur la représentation des personnes trans. Je fais quand même une petite aparté parce que déjà, s'exposer en tant que personne trans, c'est s'exposer à des violences. Et donc, ce pas de s'exposer est quand même plus difficile pour les personnes concernées. Mais je pense voilà, qu'on a encore à s'améliorer à ce niveau-là. Et on a aussi, je trouve, une force aussi au sein de notre parti, ce sont les jeunes écologistes, qui a un vivier de jeunes militants et militantes incroyables, qui forment une sorte de contre-pouvoir au sein du parti parce que ils sont capables de mettre le parti face à nos contradictions. On sent une radicalité qui n'est pas répandue à 100% dans le parti parce que, en fait, j'ai l'impression d'être une boumeuse quand je dis ça, mais les jeunes sont nés avec les luttes climatiques. Ils ont cette urgence de vouloir changer les choses parce qu'en fait, il est de leur avenir, en fait, l'habitabilité de la Terre, ça concerne les personnes qui sont nées plus après les années 2000. Et donc forcément, ils n'ont pas le temps et ils nous rappellent que nous n'avons pas le temps. Et moi, je trouve que c'est un point fort au sein de notre parti. Donc, on vous aime, les jeunes écolos. Et pour faire le lien, c'est bien d'avoir ce contre-pouvoir, mais du coup, il faut qu'on puisse donner plus de visibilité, plus de responsabilité aux jeunes dans notre parti notamment. En termes de constat sur les dynamiques internes, moi, ce qui m'a choqué dès les premiers événements que j'ai faits en dehors de mon groupe local, puisque je précise que moi, je suis dans le groupe local de Villeurbanne et on a énormément de chance. Enfin, c'est un cadre hyper bienveillant, on est super bien accueillis, on n'a pas de soucis particuliers de reproduction de violence au sein de notre groupe local. Et moi, je trouve que c'est une chance. Mais quand je suis sortie de mon groupe local, j'ai constaté que la manière de se parler n'est pas toujours courtoise. Rien que ça me paraît problématique, puisque des choses qu'on n'accepterait pas dans le monde professionnel, qu'on n'accepterait pas de collègues, on se le permet au sein de notre parti, notamment par exemple quand une personne prend la parole et qu'elle a une voix qui ne porte pas ou elle ne sait pas bien parler dans le micro, systématiquement, il y a des gens qui hurlent plus fort, mais vraiment de manière agressive. Et donc, déjà, prendre la parole, c'est pas évident quand on se retrouve face à des personnes qui sont un peu invectives alors qu'elles pourraient demander la même chose plus courtoisement. Ça me questionne. Euh, on a aussi une reproduction des rôles de pouvoir qui sont dans la société, comme l'a dit Sarah. Dans les espaces mixtes, les hommes continuent toujours à occuper plus de place par rapport aux femmes. Même avec nos outils mis en place, les questions que les hommes posent sont parfois plus longues. Parfois, ils ressentent juste le besoin de donner leur avis alors que ça ne fait pas partie du cadre. Et donc, il y a vraiment ce truc de s'entraîner, avoir des pratiques plus égalitaires malgré les conditionnements sociaux qu'on a. Les lieux de rencontre physiques sont toujours pas 100% accessibles aux personnes handicapées et ça, c'est un véritable souci. On sait qu'il peut y avoir des contraintes logistiques, mais il faut qu'on se mette les moyens, qu'on se donne les moyens logistiques d'accueillir les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent se sentir suffisamment à l'aise pour se présenter et apporter une nouvelle voie politique. Toujours dans, on va dire, les handicaps, je trouve que les neurodivergences aussi sont encore très peu prises en compte, mais je fais aussi le lien avec le fait que la santé mentale, on s'en empare pas assez dans la société française, et donc ça se reproduit aussi au sein de notre parti. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, d'une personne avec des troubles autistiques? Moi, je trouve que ces personnes-là, elles sont tout autant pertinentes pour porter une voix, pour nous ouvrir l'esprit sur ce que c'est que la neurodivergence et qu'on pourrait avoir des propositions de loi de personnes concernées hyper pertinentes, mais du coup, il faut pouvoir les accueillir. Euh, la présence des enfants aussi dans nos espaces, c'est encore parfois un sujet. Même s'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont mises en place,
On n'a toujours pas de solution de garde en marge des conseils fédéraux et donc ça peut être un frein pour, des personnes qui se posent la question: «Est-ce que je vais pouvoir faire garder mon enfant si je veux m'engager en politique?» Et aussi un constat, qui parfois nous peine, c'est lorsqu'on organise des événements avec des personnes extérieures, on fait appel à des expertes et des experts. On a, du mal sur certains sujets à avoir la parité puisque, sur certains domaines d'expertise, il y a une surreprésentation des hommes par rapport, aux femmes et donc c'est très compliqué, du coup d'avoir des femmes, quand on organise des événements extérieurs. Et en termes de reproduction de violence, malheureusement, ben, on a aussi des cas de VSS internes au parti. Heu et ça, c'est à nous collectivement d'en prendre conscience et de mettre des moyens en face. C'est ce qu'on fait aussi au sein des écologistes et j'en parlerai, plus tard. Et en termes aussi de dynamique de pouvoir, j'observe que beaucoup de femmes qui souhaitent s'engager en politique passent du temps à se questionner. Qu'est-ce que je peux mettre en place, dans ma vie perso, dans ma vie pro? Qu'est-ce que ça va me coûter? Là où on observe encore que les hommes se posent pas toutes ces questions, même quand ils sont, en situation de famille. Les hommes, ils vont beaucoup plus spontanément que les femmes. Parce que les femmes sont encore, en majorité en charge de domestique, familiale, parentale. Cependant, il y a quand même beaucoup de points positifs au sein de nos partis puisqu'on a beaucoup de ressources disponibles, beaucoup de personnes alliées, dans la lutte contre les discriminations. Mais c'est pas suffisant parce que c'est très bien de donner la parole à, c'est primordial, mais le poids de la formation, le poids de l'ouverture d'esprit ne doit pas être uniquement porté sur les épaules des personnes concernées puisqu'on court droit au burn-out. Et aussi, j'observe une sorte de disparité dans la manière d'aborder ces sujets-là en fonction de l'espace où on est. Et la subsidiarité, c'est très bien dans notre parti, mais il faut vraiment que sur un socle, on ait un socle uniforme, fondamental, de valeurs intransigeantes auxquelles on ne se résigne pas, qui soit absolument, on va dire, répandu dans tous les espaces écolos. Et je rejoindrai pour terminer un constat de Sarah sur les commissions thématiques qui sont spécialisées dans la lutte contre les discriminations. En fait, on a une grande proportion de personnes qui arrivent abîmées et qui arrivent avec une sorte d'urgence pour solutionner des soucis, combattre les oppressions systémiques. Et donc, ça peut être parfois compliqué de dire à ces personnes-là que il y a des choses qu'on peut pas dire, qu'on peut pas faire dans certains cadres, que le temps politique peut être long, que telle ou telle personne ne peut pas avoir le même niveau d'engagement, mais ça veut pas dire que cette personne-là n'est pas intéressée par le sujet. Et donc il y a vraiment ces sujets-là d'accueillir les personnes dans leur globalité, mais aussi de se dire on a un cadre donné pour que tout le monde se sente à l'aise et qu'on ne subisse pas l'ensemble des oppressions qu'on a dans la société au sein de nos espaces militants. Merci beaucoup, Christelle. Et c'est vrai que, enfin, ça se voit par, comme tu dis, des choses très concrètes, toutes ces actes de violence ou d'exclusion. Moi, je sais que quand j'étais au Conseil fédéral, j'avais une des militantes avec qui je militais qui était en fauteuil et qui n'avait pas accès à notre tribune pour pouvoir s'y exprimer parce qu'elle n'était pas accessible. Et voilà, c'est quand même extrêmement problématique. Et voilà, tu le dis, on voit aussi de la violence dans les échanges. On voit aussi que pour assister à beaucoup d'événements, bah, ça coûte de l'argent, qu'on a très peu la possibilité de soutenir les militants pour pouvoir se déplacer à des choses comme ça. Avec Radicalement Vôtre, on essaye de faire des cagnottes solidaires et des choses comme ça. Mais ça a un coût financier et on a encore beaucoup à faire sur plein de questions de représentativité. Donc voilà, encore du chemin. Et Sarah, je vais te redonner la parole pour que tu puisses aussi nous dire, donc face à ces constats, tu proposes aussi des pistes pour réinventer nos manières de militer, des pratiques de soins, de conflits sains, des limites, etc. Donc, quelles sont selon toi les conditions pour qu'un espace militant devienne un lieu réellement soutenant, vivable et transformateur? Alors, c'est tout un programme. Donc, idem, je vais essayer de donner quelques pistes. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Maram dans le chat sur l'assignation aussi. Je trouve que c'est un point très important et juste le note
parce que je pense aussi que ça fait partie de la question de la représentation. Elle règle pas la question de la légitimité. Enfin, je sais pas comment dire ça. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais je pense aussi qu'on a besoin de faire du travail à gauche en général sur la sortie de la représentation. Par exemple, je trouve ça intéressant que j'en ai parlé avec Marie-Charlotte Garin, par exemple, qui est avec Sébastien Pétavy, qui est un député qui se trouve avoir un handicap et qui se déplace en fauteuil. Elle travaille sur d'autres sujets que le sujet du handicap et je trouve que c'est important aussi de faire ce travail-là. Donc, je voulais juste rebondir parce que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup interrogée, en particulier dans les espaces politiques où il y a parfois il peut y avoir une politique un peu de représentation plus que d'inclusion, et je pense que c'est important de le dire. Donc, pour répondre à ta question, je pense que la première chose euh, qui est importante pour créer des espaces qui soient des espaces sains, qui soient aussi des espaces efficaces politiquement. Et je trouve que c'est important ce que tu disais, Charlotte. En fait, c'est une question éthique, mais c'est aussi une question d'efficacité politique. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de reproduire dans des espaces qu'on organise, des sociétés dans lesquelles les gens sont bien, qu'est-ce qu'on va proposer au reste de la société? Et donc, on a besoin d'aller chercher les gens. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord avoir une forme d'humilité et de curiosité. Et ça, je pense que c'est vrai sur toutes les questions de discrimination en général. Si un jour quelqu'un vous dit, bah là, en fait, ce que tu as fait, c'est classiste, ou ce que tu as dit, c'est validiste, etc., d'avoir cette curiosité, d'avoir cette humilité, de dire, ah bon, pourquoi, essayer de comprendre. Ça, je pense que ça vaut dans le cas où on exercerait des violences, mais ça vaut aussi dans le cas où on en subirait. Et je pense que ça, on a plus de mal à en parler, et c'est pour ça que je me fais aussi le porte-voix de ça. Moi, je suis je pense que c'est important de dire que quand on milite, on a aussi une responsabilité à emmener les gens avec nous, comme je disais tout à l'heure. Et donc, je pense qu'on a ce travail à faire, qui est un travail de curiosité et d'humilité aussi en face de nous, ce que les gens savent et ce qu'ils ne savent pas. Alors, je ne dis pas du tout ça pour absoudre les gens qui reproduisent de manière répétée des comportements qu'on leur a déjà signalés. Mais je pense par contre on doit se poser la question, en particulier pour des gens qui nous rejoignent, de qu'est-ce qu'on leur permet d'apprendre, qu'est-ce qu'on leur permet de comprendre. Parce que c'est comme si vous avez une personne qui arrive et qui n'a absolument aucune notion sur les questions féministes ou aucune notion sur les questions d'antiracisme, on a besoin aussi de créer cet espace-là. Et moi, je sais que j'ai fait des interviews avec des gens qui ne sont pas militants pour comprendre pourquoi ils militent pas, etc. Et beaucoup, c'est la peur, en fait. La peur de ne pas savoir, la peur de ne pas être à sa place, etc. Donc, je pense que cette curiosité, cette humilité, c'est important. Et on le voit, je pense que à gauche en général, et je pense pas que ça soit particulièrement vrai pour les écolos, je pense que c'est vrai dans le mouvement social, mais aussi dans les partis politiques. On a perdu beaucoup de gens en ayant ce comportement-là. Alors, loin de moi de dire que c'est pas la responsabilité de l'extrême droite, la montée du fascisme et du racisme, mais par contre, nous, on n'a pas pu offrir une alternative très souvent. Et on en parle beaucoup en ce moment. Je prends l'exemple des personnes qui vivent dans des zones rurales. Je prends l'exemple aussi, moi ça me concerne, moi je suis une femme juive, donc je prends aussi l'exemple des personnes juives qui quittent aussi de plus en plus la gauche, etc. Et donc je me pose la question de qu'est-ce qu'on a fait, nous? Est-ce qu'on a pu accueillir? Est-ce qu'on a pu être en humilité, en curiosité pour aller chercher un maximum de personnes? Et puis, donc ça, c'est un peu un principe général. Et après, moi, ce que je réponds, c'est qu'encore une fois, pièce jointe email, c'est pas qu'une question de comportement individuel, mais nous, en tant qu'individu, on peut charger la manière dont on s'organise. Et donc, une grosse partie de la réponse, elle vient pour moi de deux choses. D'abord, d'une méthode d'organisation collective qui soit pensée et qui soit bien pensée. Donc, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, Christelle, sur comment est-ce qu'on accueille les gens, comment est-ce qu'on crée en fait des espaces collectifs qui sont conçus en fait pour accueillir, soutenir, porter les gens dans leur militantisme. Ça veut dire bah, en fait d'avoir des processus d'accueil. Donc je sais que beaucoup d'organisations en ont, mais pas toutes et pas toujours de bonne qualité. Ça passe aussi par avoir une approche de l'organisation collective qui soit pas hiérarchique et descendante et autoritaire. Suivez mon regard. Et parce qu'en fait, on sait que si on a des approches comme ça, ce sont des approches dans lesquelles les gens finalement vont être en compétition pour pouvoir monter dans les échelons. Donc en fait, on crée une culture, pas de la collaboration, mais une culture finalement de la compétition. Donc on a besoin de retravailler ces processus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de méthodes pour travailler sur des processus qui soient
organisée mais pas hiérarchique. Je pense notamment à la sociocratie, qui est un outil qui est beaucoup utilisé d'ailleurs dans des mouvements alternatifs. D'ailleurs aussi, c'est assez marrant, j'en parle dans le livre, mais des milieux anarchistes qui finalement adoptent des modèles sociocratiques, même s'ils n'aiment pas les appeler comme ça. Euh, donc ça, c'est vraiment la partie, je dirais, organisation collective. Donc comment faire en sorte que ça aille mieux? Il y a la curiosité, l'humilité, il y a la question de l'organisation collective, nos processus d'organisation. Ça passe par une culture de la coalition aussi dans nos processus d'organisation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des gens qui complètent, entre guillemets, notre action plutôt que de vouloir s'approprier un espace de lutte? Je prends un exemple très concret. Est-ce que c'est plus intéressant alors, je ne sais pas si ça s'applique aux partis politiques, mais quand on est une association, une organisation, est-ce que c'est plus intéressant d'agrandir son champ d'action ou de rencontrer des gens qui agissent sur les champs d'action dans lesquels on voudrait s'investir? Donc avoir cette culture de la coalition plutôt que cette culture de l'hégémonie, c'est très important. Et puis, dans les processus organisationnels, je pense qu'il y a aussi beaucoup à dire sur la question de comment est-ce qu'on définit notre stratégie. Et ça peut paraître antinomique parce que je trouve que quand on parle de bien-être militant, on parle beaucoup du care, du soin, etc. Mais pour moi, avoir une stratégie efficace, c'est aussi du care. Parce qu'en fait, quand on a une stratégie qui est claire, quand on sait où on va, quand on sait les ressources disponibles qu'on a pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, en fait, on ne se crame pas. C'est une réalité et je pense que bah, c'est vrai dans le travail. Regardez, je ne sais pas si dans des entreprises dans lesquelles on vous donne une charge de travail trop importante parce qu'en fait, il n'y a pas une bonne stratégie, il n'y a pas une bonne répartition des rôles, bah, c'est aussi là qu'on se retrouve en burn-out. Donc, dans le militantisme, je pense que c'est vraiment important d'avoir une stratégie parce que ça permet de limiter. Donc ça, c'est pour la partie, j'irais plus organisationnelle. Et après, il y a une partie pour moi que j'appelle l'éthique militante, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on va dire j'utilise ça maintenant, qui est bah, ce que tu touchais tout à l'heure, Christelle, comment on se comporte les uns avec les autres. Donc il y a la question de poser la question, tout systématiquement se poser la question de nos biais. Moi, je suis une femme qui est une femme juive, mais je suis une femme perçue comme blanche. Donc, qu'est-ce que je reproduis comme schéma de domination? Est-ce que j'ai des conversations avec des gens qui peuvent les mettre mal à l'aise, etc. Donc, ça, c'est toute une part. Et puis, il y a une autre part, moi, que je trouve très importante, en particulier dans ce moment, c'est de lutter contre le fascisme en nous-mêmes. Et j'ai fait une publication sur les réseaux sociaux qui a eu pas mal de retours et parce que je pense qu'elle a parlé à pas mal de gens. Le fascisme en nous-mêmes, c'est la reproduction de ce qu'est le fascisme, c'est-à-dire la déshumanisation de l'autre lorsqu'il n'est pas d'accord avec nous. L'essentialisation d'un groupe de personnes qu'on assimile à une seule et même opinion, une seule et même posture. Ça peut être aussi le culte du chef ou de la chef. On le voit, il va falloir qu'on se pose la question des femmes fascistes. Ça peut être aussi la manière dont finalement on est dans une forme de binarité, comme je le disais tout à l'heure, où on refuse en fait de comprendre que peut-être il y a des choses qu'on n'a pas considérées, que peut-être il y a des choses qu'on peut ajouter dans notre réflexion. Mais ça va être aussi une culture de la violence, et je pense que c'est important de le dire, être violent les uns avec les autres ne fait pas de nous des gens plus radicaux, puisque le titre de ce petit déjeuner, c'est Radicalement vôtre. Et donc la radicalité, ça peut être justement notre travail conscient de faire en sorte que nous ayons un comportement qui fait en sorte que les gens ne se sentent pas mal. Humilier les gens, leur dire qu'ils sont bêtes, stupides, que ce sont des sales fachos, même si parfois ils peuvent avoir des comportements problématiques, ça ne fait pas de nous des gens plus radicaux. Et je pense que ça, c'est vraiment une erreur fondamentale vraiment qu'on fait à gauche aujourd'hui. On est face à un fascisme qui progresse et donc on doit se prémunir de reproduire les mêmes modes d'action. Bien sûr qu'on ne porte pas la même chose, bien sûr que le Front National, et moi je continue à l'appeler comme ça et je continuerai toujours à l'appeler comme ça, parce qu'il ne rassemble personne. Le Front National, bien sûr qu'il a des politiques et une vision du monde qui est une vision fasciste, etc. Mais il y a des comportements, pour moi, qui peuvent se rapprocher du fascisme dans la gauche. Et donc, on doit vraiment faire très attention à ça. Parce qu'en fait, ce qu'on reproduit, on le nourrit aussi dans la société en général. Et donc, si on se maltraite les uns les autres, on rend acceptable le fait que d'autres personnes nous maltraitent. Et donc, je prends des exemples concrets lorsqu'on se réjouit, par exemple, je vois aux États-Unis, alors j'ai des gros débats là-dessus sur Luigi, j'ai oublié son nom de famille, qui a tué le CEO de cette assurance, enfin cette société d'assurance et qui est célébrée.
parce qu'il a tué cette personne-là, qui en effet a, elle, laissé mourir un nombre important de personnes, bah, quand je vois qu'on célèbre ça, je me dis, ça veut dire qu'on autorise dans la société le fait de tuer des gens avec qui on est en désaccord ou des gens qui nous ont blessés. Et donc moi, ça me pose vraiment la question de est-ce qu'on est un parti féministe, est-ce qu'on est un parti de la libération quand on célèbre, je dis parti, organisation, association, quand on célèbre finalement la mise à mort d'une autre personne aussi problématique qu'elle ait été. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Je pense que ça fait vraiment partie des choses que pour moi, la gauche peut porter, une autre forme de militantisme, une autre forme de politique. Et c'est vraiment important de l'inventer. Et je pense qu'il est temps de rompre avec l'histoire de la gauche qui n'est que lutte, qui n'est que violence et qui n'est que être contre les autres pour être qu'est-ce que nous on défend, pourquoi on est nous. Voilà, j'arrête là. C'est un peu- Merci beaucoup, Sarah. Et donc, je vais me pencher vers toi à nouveau, Christelle. Vous travaillez justement à la commission féminisme sur des outils et des stratégies assez concrètes aussi pour faire de nos espaces militants des lieux plus inclusifs, respectueux et aussi sûrs. Et c'est aussi ce qu'on a porté avec le collectif Radicalement Vôtre au sein du parti. Il y avait notamment sur la motion d'orientation ce thème 5 qui qui parlait de l'interne du parti et voilà, ce fait d'avoir des règles entre nous pour essayer de favoriser ce cadre, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce qui te semble essentiel pour avancer concrètement et améliorer notre parti sur ces questions-là? Bah, je vais rebondir sur ce que tu disais en termes de règles. C'est un héritage, hein. Je ne suis pas à l'initiative, mais au sein de la commission féminisme, on a ce qu'on appelle une étiquette. Donc, une étiquette, c'est une charte qui pose les bases, les règles de communication écrite et verbale dans un espace donné. Je donne des exemples. Sur une liste mail, on évite les tac au tac, pas plus de temps de messages par jour, par personne et par sujet, le droit à la déconnexion, des choses un peu plus spécifiques par rapport à la commission féminisme, mais avertir par ce qu'on appelle un trigger warning quand on va aborder un sujet très sensible qui peut heurter et raviver des traumas parmi les personnes qui sont membres, parce qu'en fait, l'écrit perd une grande majorité de la communication et ça peut être hyper violent à recevoir. Et donc, dans le cadre du texte d'orientation, l'une des propositions de Radicalement Vôtre pour le thème 5, c'était la création d'une étiquette dans tous les espaces du parti, afin que on ait un cadre posé et que pour toutes les personnes qui fassent partie de ces espaces-là ne disent pas qu'elles ne sont pas au courant du fonctionnement et qu'on soit tous d'accord sur comment ça fonctionne dans tel ou tel espace, sur la manière de communiquer entre nous. En termes d'outils, enfin pour moi, ça me paraît fondamental d'écouter les personnes concernées et s'adapter le plus possible aux personnes minorisées. Et ça ne veut pas dire forcément aller les chercher uniquement pour ce qu'elles semblent ressembler, mais vraiment, comme on dit depuis tout à l'heure, qu'est-ce que toi tu veux apporter? Qu'est-ce qui ferait que toi, en tant que personne racisée, toi en tant que personne queer, tu te sentirais à l'aise pour t'investir plus dans le parti? Quelles sont les compétences que tu as en dehors de ces sujets-là que tu voudrais mettre en avant? Ça me paraît très très important en fait de ça fait partie pour moi du processus d'inclusion. Donc j'en ai déjà un peu parlé, mais ça me paraît fondamental, un véritable processus d'accueil dans tous les espaces du parti, au sein des commissions notamment. C'est une procédure qui n'est pas généralisée, mais ça me pose aussi encore question parce que ça nécessite un travail assez important, notamment avec la vague de nouvelles adhésions qu'on a eues au sein du parti. Et donc ça repose énormément sur le travail des bénévoles. Et donc voilà, j'ai toujours ce truc de me dire jusqu'où je vais pour accueillir les personnes dans des bonnes conditions. Mais il faut aussi que je pense à moi parce que je travaille à plein temps, je suis maman, mais je suis bénévole. Quid de l'appui du parti dans ces cas-là? Voilà. Donc il y a vraiment des choses auxquelles penser. En termes d'efficacité dans notre parti, parce qu'il faut aussi être efficace, comme disait Sarah, pour éviter d'épuiser les gens, c'est une mise en commun des supports de formation. On a en fait des productions qui ont été faites par les commissions et en fait, j'arrive encore à découvrir des choses qui ont été faites dans telle ou telle commission et on n'a pas encore de moyens efficaces de les centraliser. Alors c'est quelque chose qui va être, je pense, déployé via l'Académie verte, c'est génial, mais je pense qu'il faudrait un socle de formation euh, lutte contre les discriminations parce que la commission LGBTQIA+ a produit la BC Queer, la commission féminisme
l'ABC Féminisme. La commission antiraciste a fait une formation dernière JDE sur le BABA de l'antiracisme. Et en fait, ces supports-là doivent être mis à disposition de tous les militantes et militants. Les formations obligatoires, il y a l'Académie verte, c'est vraiment hyper important, notamment pour la formation lutte contre les VSS qui avait été apportée par la commission féminisme, qui a été adoptée comme un prérequis pour les candidatures aux élections, tout type d'élections et au cadre du parti. Et donc, grâce à une motion soutenue par Mélissa Camara, en fait, voilà, ça a été adopté au sein de notre parti. Je trouve ça génial. Et ça me paraît très important que ce format soit déployé sur les autres formes de discrimination. Ben voilà, ça nécessite du temps, ça nécessite que le parti s'en empare, que le parti en fasse une priorité pour que le plus de personnes possible soient acculturées sur ces sujets-là et que, encore une fois, ça ne repose pas uniquement sur le travail des militants bénévoles. Et donc, ça fait le lien avec ce que je vais dire maintenant, c'est interpeller les alliés, en fait, pour qu'ils prennent leur part, que les alliés prennent leur part, c'est hyper important. Que les hommes gardent les enfants pour certaines réunions, pour que les femmes puissent y assister. Que quand on traite d'un sujet et qu'on a l'expert ou l'experte fait partie d'un groupe social minorisé, qu'on cite la personne et qu'on s'approprie pas son travail. Euh, et on parle beaucoup du care. Moi, ça me questionne encore parce que le care, les femmes sont sociabilisées dès la naissance à prendre soin. Quid des hommes? Voilà. Faire vraiment ce travail-là de se dire, OK pour du care dans nos espaces, mais que ça se porte pas uniquement sur la parole, sur les épaules du groupe social à qui on sollicite toujours de plus de choses, donc notamment les femmes. Ça me paraît aussi hyper important de sanctionner systématiquement les personnes qui ont des comportements contraires aux valeurs du parti. Le sentiment d'impunité, on le voit dans toutes les sphères de la société, c'est ce qui permet à des personnes qui sont dans une dynamique d'oppression de continuer à maltraiter les autres pendant des années et des années et des années jusqu'à ce que ce soit trop gros et que ça devienne euh, des sujets médiatiques. Mais quand je pense, on attrape la veste des gens quand ils ont des comportements problématiques, et je dis bien avec une manière consciente, et de se dire qu'en fait, ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent, peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'en fait, on va leur dire qu'ils sont en dehors du cadre. Je pense que toujours avec, dire sans violence, sans tomber dans l'oppression, mais de dire là, ce que tu dis, c'est transphobe, là, ce que tu dis, c'est raciste, là, ce que tu dis, c'est sexiste. Et c'est pas OK. On veut pas ça dans nos espaces militants. Et si tu ne comprends pas pourquoi, eh ben, il y a telle ou telle ressource et ce serait bien que tu prennes à ta charge le temps pour te former, pour éviter de reproduire ces comportements inacceptables dans nos espaces-là. Ça me paraît aussi important en termes d'outils concrets de permettre des espaces et des temps de non-mixité pour que les personnes minorisées puissent réfléchir ensemble, de manière libre, sans avoir une pression sociale extérieure à des solutions pour résoudre les problématiques qui les touchent. Je sais qu'à Lyon, on a vraiment de la chance, on a des salles de parole en non-mixité, donc femmes et personnes non-binaires. Encore une fois, c'est une initiative bénévole et locale et ça mériterait, je pense, d'être structuré et répandu au sein de notre parti. Et je terminerai par avoir une approche intersectionnelle, transversale, toujours avoir comme objectif le croisement des luttes, car toutes les oppressions sont interconnectées dans notre société patriarcale. Il faut vraiment qu'on continue à travailler et renforcer nos liens avec les associations de terrain, des personnes précaires, des associations féministes, des personnes qui ne sont pas en bonne santé, des milieux moins favorisés, pour que vraiment on ait l'éventail des personnes concernées par nos sujets, pour qu'on puisse en fait porter des sujets qui les intéressent, qui sentent en fait on s'adresse à elles et eux. Et enfin, faire monter dans le parti et à la tête de nos collectivités des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le champ politique, en leur donnant les moyens d'évoluer et sans s'épuiser pour en fait offrir un récit différent et valoriser les personnes, le parcours des personnes qu'on ne voit pas régulièrement dans l'espace politique. Je pense notamment aux dernières journées régionales écologistes. Moi, j'ai découvert l'équipe municipale de Givors, qui est une commune proche de Lyon, on va dire entre Lyon et Saint-Étienne, qui est une équipe municipale d'hiver gauche avec beaucoup d'élus écolos, avec des personnes issues de l'immigration, personnes qui ont grandi à Givors et qui ont réussi à avoir la mairie. Et j'en avais jamais entendu parler. Et je me suis dit, en fait,
Ces gens-là, pourquoi j'en entends parler qu'aujourd'hui? Ces personnes-là devraient être mis sur le devant de la scène en disant que nous, écologistes, on est capable d'offrir des récits différents et que ça fonctionne et que ça change la vie des gens. Merci. Merci beaucoup, Christelle. Non, plein de choses importantes dans ce que tu as dit et vraiment, ça résonne beaucoup. Je vais juste rebondir sur voilà, les formations à la lutte contre les VSS dans le parti. C'est vrai que on l'avait mis en place avec Marie au début et ça nous a demandé énormément de temps, énormément d'énergie. Je pense que c'est indispensable, mais il faut aussi se rendre compte que en fait, c'est quelque chose qu'on a fait en partie pour le parti, pour notre bien commun, qui a une énorme charge quoi sur des personnes bénévoles pour mettre ça en place et puis c'est quand même quelque chose qui reste un peu au bon vouloir des régions à le mettre en place, etc. On n'a pas réussi à pousser pour que ce soit obligatoire pour tout le monde. Donc il y a encore un peu du chemin et ce que tu dis sur le fait de sanctionner, je pense que voilà, on a un nouveau pôle régulation qui j'espère va bien fonctionner aussi. Mais c'est vrai que de devoir toujours batailler pour demander aux modérateurs des boucs, des groupes locaux, des groupes régionaux de dire non, en fait, là, ce propos-là, il faut le signaler, c'est pas OK que quelqu'un ait dit ça, c'est raciste, c'est sexiste, ça va pas. Et on est souvent dans cette bataille et c'est vraiment, voilà, quelque chose qu'il faut qu'on améliore beaucoup. Alors, il y a plein de questions dans le chat. Je vais remonter tout en haut. Une de gens s'adresse à toi, Sarah. Voilà, je vais un peu la lire, qui dit, voilà, le livre parle de modèle de l'urgence, pardon, dans les milieux militants comme moteur d'action. On le constate aussi dans le milieu politique, notamment avec la période de congrès qu'on est en train de vivre là chez les écolos. Comment gérer ce besoin de productivité qui est demandé de nous, surtout dans une fenêtre de temps limitée par le calendrier et dans des espaces qui sont formatés en fonction d'une manière singulière depuis longtemps, à pas forcément être ouvert au changement de fonctionnement. Donc voilà, ce côté urgence, calendrier, etc. Comment on gère ça? Je reviens à... Alors, je suis désolée, j'espère sincèrement que l'ensemble de mes interventions vont pas sonner comme Yaka Faucon, parce que je sais qu'il y a toujours une différence entre le principe et la mise en place. Mais pour donner des pistes, je pense que la question de l'urgence, c'est aussi très ancré dans le militantisme. C'est-à-dire, c'est normal de faire les choses urgemment, c'est normal d'aller vite. En face de nous, il se passe beaucoup de choses, donc il faut qu'on réponde, il faut qu'on réagisse, etc. Donc d'abord, conscientiser que ça fait partie d'une culture et que du coup, ça prend du temps à changer. Je pense savoir pour le dire plus simplement, avoir une patience dans le fait que c'est quelque chose de fondamentalement profond à changer. La manière de le gérer, je pense, c'est la manière de le noter, c'est de se poser la question. Moi, j'utilise quand je fais des formations et que j'aide des gens à structurer des campagnes ou plus largement à structurer leurs actions, c'est je leur parle du compte en banque, quoi. Je leur dis, si vous avez 1000 euros en compte sur votre compte en banque, vous n'allez pas en dépenser 50 000. Et je pense que ça fait partie des choses qu'on peut faire pour poser la question de l'urgence, c'est est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour faire ce qu'on a prévu? Et est-ce qu'on peut faire moins que ce qu'on a prévu dans la mesure où on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire? Donc remettre une forme de... enfin, questionner en fait dans l'organisation aussi des congrès. Moi, je ne connais pas le détail de l'organisation de votre congrès, donc je ne porterai pas de jugement, mais poser la question de comment est-ce qu'on définit une date? Est-ce qu'on la définit en fonction du temps dont on a besoin pour le mettre en place ou en fonction de quelque chose d'extérieur à nous ou de manière totalement parfois euh, euh, enfin, sans la réfléchir, quoi. Je trouve pas mon mot. Donc ça, c'est la première question, c'est reposer la question des ressources qu'on a et partir en fait des ressources qu'on a pour définir ce qu'on peut pouvoir faire. Et donc ça permet déjà de lutter contre l'urgence. L'autre chose, c'est de travailler sur l'ensemble des urgences qu'on s'impose et de voir quelles sont les urgences relatives et les urgences absolues. Et je détaille tout un chapitre là-dessus sur nos fausses urgences. Il faut absolument publier un tweet ou il faut absolument faire un communiqué de presse sur telle situation. Parfois, en fait, on peut se dire bah, qu'en fait, on laisse passer certaines choses parce qu'on va se concentrer sur l'essentiel. Et je pense que ça, c'est aussi un vrai outil de lutte contre l'extrême droite. La stratégie de l'extrême droite, c'est
c'est de nous inonder en fait sous l'ensemble des décisions, des déclarations problématiques pour nous forcer à réagir systématiquement et pas nous concentrer sur notre agenda à nous. Donc ça, c'est un élément important. Après, sur le fait que la partie notamment qu'on n'est pas ouvert au changement, que les gens sont pas ouverts au changement, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment prioriser les discussions individuelle avec les personnes que vous sentez ne pas être prêtes à ouvrir au changement, parce qu'en fait, dans un groupe, une personne qui veut garder la face, elle va toujours s'opposer à ce que vous dites. Donc, prioriser parfois dans l'ensemble des conflits qu'on peut avoir, les discussions individuelles, ça permet de sortir de la dynamique de groupe où on a souvent du mal à trouver des solutions parce que les gens sont dans des postures. Voilà, c'est quelques pistes comme ça, je pense, qui sont importantes, mais je parle pas trop longtemps parce que j'ai vu qu'on est presque fini. Oui, c'est ça. Mais donc, je vais essayer de poser d'autres questions rapidement. Mais une question que pose Harmonique, je trouve vraiment intéressante, c'est aussi comment s'arrêter. En fait, comment préparer la suite, comment se mettre en retrait. On a des limites, par exemple, dans le temps, chez les écolos, sur les mandats, pas faire plus de 2 mandats consécutifs, etc. Certains mandats extérieurs, enfin externes et internes et tout. Mais voilà, parfois il y a des gens qui fondent des assos, comment ils font pour partir et tout ça. Je pense que c'est peut-être quelque chose que tu as vu aussi, Sarah, dans les personnes que tu peut-être pu interroger ou voilà, comment on passe la main ou comment on s'arrête. Je sais C'est pas si intéressant. Christelle, peut-être vu que j'ai répondu avant, tu as peut-être toi des... En fait, je vais rebondir sur ce que tu avais dit lors du séminaire de la commission féminisme, Sarah. Il faut qu'on monte des équipes, en fait, qu'on monte des équipes, qu'on puisse penser relais, qu'on vraiment on incarne ce qu'on prône au sein des écologistes, pas la personnification d'un combat, et se dire il faut qu'on pense en collectif, il faut qu'on pense en équipe. Et du coup, moi, à un moment donné, je me sens hyper performante d'énergie, je veux me lancer sur ce sujet-là avec telle échéance. Par contre, il faut déjà qu'on pense à la suite. Est-ce que toi ou telle personne, vous pourriez prendre la suite? Euh, Être agile aussi, ça demande quand même pas mal d'agilité. Et comme disait Sarah tout à l'heure, accepter qu'on peut pas tout faire, mais vraiment se dire, je trouve ça, que c'est un peu cet aspect un peu entrepreneurial de se dire, OK, on a des trucs hyper importants et c'est nos objectifs prioritaires et on va se concentrer là-dessus. Et le reste, c'est du plus. On va répartir en termes de compétences, en termes d'appétence, en termes d'énergie, les tâches. Et aussi ce truc de compagnonnage quand on arrive à la fin de son mandat et que du coup on se dit qu'on va laisser la main, identifier les personnes qui pourraient prendre la suite, faire une sorte de période de transition pour pouvoir essayer de partir sereinement. Mais pour cela, il me semble que d'abord, il faut attirer plus de personnes avec des profils divers, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui fassent le cercle, quoi. Merci. Et il y a eu un autre échange intéressant dans le chat aussi sur le fait que parfois cette notion de bienveillance ou de non-violence peut parfois être utilisée, comme tu le disais, Sarah, comme du tone policing et de vouloir, voilà, s'il y a une parole qui s'exprime ou parfois avec de la colère, etc., que finalement ces concepts-là puissent s'utiliser pour essayer de faire en sorte que les gens ne parlent pas ou s'expriment pas parce qu'ils le font pas de la bonne manière qui a été dites, etc. Je pense que c'est important aussi de nommer ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ce que je disais dans le chat. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention et faire la différence entre la colère et la frustration et la violence. Enfin, pour moi, c'est pas exactement la même chose. Et moi, j'ai des gens qui ont été très violents avec moi en étant tout à fait courtois. Donc, je pense que par contre, il y a quelque chose peut-être qu'on peut adresser très très rapidement. C'est la question des réseaux sociaux et de la manière dont on s'adresse les uns aux autres sur les réseaux sociaux. Et parfois, en fait, ce que l'on peut voir comme une forme d'expression d'un désaccord, ça peut être aussi, enfin, je pense qu'en fait, il faut qu'on soit d'autant plus conscient que sur les réseaux sociaux, ça peut être d'autant plus violent parce que justement, on n'a pas la personne en face de nous. Et pour donner des exemples, je pense qu'il y a des appels au boycott ou des appels à la mise au banc de certaines personnes. Alors, encore une fois, je veux vraiment
faire attention. Je parle pas de personnes qui ont été prévenues, reprévenues. Enfin, à un moment donné, il faut aussi savoir mettre à l'écart des personnes qui peuvent être dangereuses pour les autres, mais pour des personnes qui n'ont pas fait ce chemin et qui n'ont pas eu les opportunités pour s'expliquer, en fait, ces appels au boycott, ces appels à mise à l'écart. Moi, par exemple, il y a des choses que je trouve très, très violentes. Je vais dans des soirées militantes, des fois où il y a des gens à qui on dit pas bonjour parce qu'ils ont dit un truc avec lequel on n'était pas d'accord. On peut tout à fait dire bonjour à ce que tu as dit, je suis tellement pas d'accord, ça c'est pas possible, et ce que tu as dit c'est problématique à tel et tel point de vue, mais en fait d'avoir juste une forme d'humanité les uns envers les autres, je pense que c'est vraiment important. Et j'ai toujours du mal à dire ça parce que je voudrais pas qu'on croie que je veux absoudre les gens qui sont violents de leur violence, mais en fait je pense qu'on a une responsabilité, on n'est pas obligé de le faire. Je vais finir par ça. On n'est pas obligé de faire ce travail en fait d'accueil et de pédagogie, etc. Mais il faut que certaines personnes puissent le faire si on veut que nos mouvements grandissent. Et je crois que c'est important de se dire qu'on peut pas, on peut tous avoir des rôles différents, comme tu dis, Christelle. Et comme dans une équipe de foot, il y a des gens qui sont en attaque, il y a des gens qui sont en défense. Et je pense que dans un mouvement, il faut qu'il y ait des gens qui soient en capacité de faire ce travail interne, ce travail de changement à l'intérieur de nos organisations, avec la patience et la grande patience qu'il faut parfois avoir, parce que sinon c'est difficile de faire évoluer nos mouvements. Merci, merci beaucoup. Christelle, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter et on va et ensuite je peux conclure. Non, ça va. Je suis tout à fait d'accord avec Sarah, merci pour ça et vraiment capitaliser aussi vraiment sur les forces et les appétences de chacun. Moi, je sais que par exemple, je suis quelqu'un de très empathique et c'est quelque chose qui me demande pas d'effort au quotidien. Et je comprends que certaines personnes n'aient pas cette capacité-là et que vraiment il faut aller chercher le meilleur et ce que les personnes sont capables de donner pour faire grandir le collectif. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup vraiment à toutes les deux. C'était un plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet-là avec vous et je pense que c'est un bon moment d'introspection pour nous parce qu'on voilà, je pense on a tous et toutes été témoins ou victimes de violences au sein de notre parti sous multiples formes symboliques, réelles, etc. Et c'est vraiment essentiel qu'on s'interroge sur comment changer ça en fait et comment s'assurer qu'on ait des personnes qui viennent, mais des personnes qui restent aussi avec nous et qui prennent plaisir à militer et qui ont envie de mener ces batailles pour l'écologie, la justice sociale, plus d'égalité. On en a vraiment besoin. Donc merci beaucoup à Sarah et Christelle pour aujourd'hui. Ce brunch radical a été enregistré, donc vous pourrez avoir accès au replay grâce à Thomas. Merci beaucoup, on t'en remercie énormément. Et on aura aussi d'autres brunchs radicaux à venir sur d'autres sujets. Donc merci beaucoup tout le monde et passez un très bon samedi. À très bientôt. Bon week-end à tous et toutes. Au revoir, bon week-end.